On s'y perd un petit peu, Monsieur Marissette, parce que... Vous perdez. Oui, parce que moi, je vais vous aider à voir clair. Juste un électeur de base. Oui. Et là, vous avez, alors, ça a été créé, alors le parti, le MIM, enfin, c'était pas le MIM, c'était la parole au peuple au début, avec Alfred Marie-Jeanne. Il y avait Alfred Marie-Jeanne, il y avait aussi M. Malsa. Au départ, il y avait aussi le syndicaliste, M. qui est mort, on ne fait plus de son nom, M. Pulvar qui était là, et puis enfin aussi M. Veilleur. Hein, oui. À l'époque, donc c'était ces personnes-là qui avaient mis en place. Il y avait aussi Daniel Marissette. C'était en 73, je crois. 78. Non, en 73, quand ils ont commencé. Non, mais. Ils ont commencé en 1971. Voilà. 71, Alfred Marie-Jeanne et des Lumières. Voilà. Et ils avaient un groupe qui s'appelait Vigilance Pilotine. Voilà, et après ils ont créé avec ces personnes-là ce qu'on appelle. Et en 73, dans une alliance faite avec le PPN, on avait dit, je vous donne l'histoire. En 73, dans une alliance concernant déjà les législatives, une alliance a été baptisée la parole au peuple. C'est ça. Cette alliance était passée avec le PPN de l'époque. Nous soutenions d'ailleurs, je n'étais pas là. Moi, j'étais dans une autre organisation à l'époque, mais en tout cas, les camarades qui étaient là soutenaient M. Césaire, dans le sang. Et il y avait un ticket avec Rodolphe Désiré, Alfred Marie-Jeanne et Rodolphe Désiré dans le sud. On appelait la parole au peuple. Entre les deux tours de ces élections, le PPM, Césaire, a rompu cette alliance. Le nom la parole au peuple a été conservé par Alfred Marie-Jeanne. Et à partir de cet instant-là, le mouvement qu'il a développé a cessé de s'appeler Comité de vigilance pilotaire. Garcin Malsa avait un groupe à Sainte-Anne, qui ne participait pas au cours des élections, qui s'appelait le groupe Zamba. Et puis, Marc Pulvar avait un groupe à Rivière-Salée qui s'appelait Force Populaire. Ces groupes, on y a travaillé ensemble sous le mot d'ordre la parole au peuple. Porter la parole au peuple et donner la parole au peuple. Ça, c'est 73, vous avez raison. Et puis, moi, j'ai rejoint en fin 1977. Et en 78, ces personnes que vous avez notées, alors, Lucien Veilleur, qui était le coéquipier d'Alfred Marie-Jeanne, Garcin Malsa, voilà. Il y avait d'ailleurs celui qui nous a aidé à trouver le nom. Peut-être que beaucoup de... soit une révélation pour certains, c'est Yves-Marie Séraline. C'est Yves-Marie Séraline qui a proposé le nom MIM, qui pouvait être dit soit Mouvement pour l'indépendance de la Martinique ou Mouvement indépendantiste martiniquais. On a utilisé les deux pendant quelques temps et finalement nous nous sommes arrêtés sur le mouvement indépendantiste martiniquais. C'était en 78, effectivement. 78. Alors donc le mot d'ordre c'était donc l'indépendance de la Martinique. Ça tournait autour, mais justement parce qu'en 2010, vous avez voté pour le 74, l'article 74, oui, dans la République française. Oui. Alors c'est là que je dis qu'on ne comprend pas trop, parce que est-ce que vous avez abandonné justement ce mot d'ordre de l'indépendance de la Martinique pour rentrer comme tout le monde dans le cadre de la République française? On en est où exactement avec le MIM? Bien, d'abord, on ne rentre pas dans le cadre de la République, on y est. On y est depuis 3 siècles et demi. C'était la royauté d'abord, et puis quand la République a été créée en France, comme on est dans la France, on est colonie de la France, donc à chaque fois que la France changeait, nous étions là-dedans. Bon. Et quand la France est entrée dans l'Europe, nous nous sommes trouvés à voir. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, je me comparais à une pièce de monnaie qui est dans un porte-monnaie. Le porte-monnaie c'est la France, nous sommes dans la pièce. Et quand on prend le porte-monnaie et puis on met dans une poche qui s'appelle l'Europe, la pièce se trouve, sans même l'avoir voulu, dans la poche. Parce que le porte-monnaie est dans la poche. Nous avons signé un texte fondamental pour le MIM en 1991, 90-91, après un séminaire du MIM. Et nous avons conçu que nous devons arriver à l'indépendance par voie d'étape, par un processus. Ce processus, nous l'avons appelé le PAI. C'est le processus d'accession à l'indépendance. Alors à cette époque, nos textes, pas beaucoup de monde le lisait. Mais nous disions, nous sommes en 90, donc depuis 1983, il y avait le conseil régional et le conseil général. Mais dès le départ, nous disions que 2 assemblées sur un même territoire, on en fait trop. Et nous étions partisans, dans notre PAI, la première étape était de création d'une ARU, Assemblée régionale unifiée. Et une fois que cette Assemblée régionale unifiée, donc une seule Assemblée pour la Martinique, serait en place,
nous veillerons à ce qu'il y ait une grande démocratie, que toutes les tendances politiques puissent s'exprimer sur les moyens audiovisuels. À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne publique, une seule radio publique. Et nous disions qu'il fallait que toutes les tendances aient accès à toutes ces chaînes. Et que ce processus, ce PAI, devait conduire, au terme de 5 ans, disions-nous à l'époque, c'est notre texte, à une consultation référendaire d'autodétermination, c'est-à-dire pour permettre au peuple de choisir. Et nous disions que nous sommes pour l'indépendance, comme nous n'avons pas choisi la voie des armes, la voie de la guérilla, mais nous avons choisi la voie de masse, comme nous disions à l'époque, qui est que c'est le peuple qui va décider. On n'avait pas trop le choix non plus. Hein. Non, il y en a d'autres qui ont fait d'autres méthodes. Hein. Bon. Oui, en Guadeloupe, il y en a d'autres qui ont fait d'autres méthodes. Il y a même en Martinique aussi. D'autres camarades qui ont choisi la méthode violente qui était à la guerre dans les années 60. Eh bien, nous avons dit qu'on ne peut pas faire l'indépendance en l'imposant au peuple. Donc il y aura un processus référendaire, donc un référendum, et qu'on répétera dans l'histoire de la Martinique autant de fois qu'il le faudra, où le peuple dira oui ou dira non. Mais que nous ne serons laissés à aucun pouvoir français d'imposer, et que c'est le peuple martiniquais lui-même et tout seul qui devra participer au vote. Que nous disions ça, à cette époque, la Constitution française n'admettait pas ça. Et rappelez-vous, lorsqu'on a fait le référendum sur l'Algérie, tout le monde a voté, y compris même les Martiniquais, pour savoir si l'Algérie devenait indépendante. Lorsqu'il s'est agi du processus d'évolution institutionnelle en Nouvelle-Calédonie, on nous a fait voter. Ce n'est pas seulement les Kanaks qui ont voté. Eh bien, nous mettons déjà dans notre texte que c'est le peuple martiniquais tout seul qui doit voter. Eh bien, vous regardez le chemin qui a été fait sous la direction d'Alfred Marie-Jeanne. Nous sommes arrivés à faire modifier la Constitution française. En 2003, il y a eu une modification sous la présidence de Chirac qui admet, alors ils n'ont pas admis la notion de peuple, mais il dit que les électeurs, vous voyez comment il tourne le truc, les électeurs concernés, non appelés la population concernée, les électeurs concernés sont les seuls qui vont pouvoir se prononcer lors d'une consultation référendaire pour savoir quelle évolution, quel statut ils veulent pour leur pays. Mais ça, c'est déjà une grande victoire d'avoir fait admettre ça aux Français. Et c'était quand même étrange que ce soit Chirac, que ça se passe sous Chirac et non sous Mitterrand, qui était président pendant 14 ans. Où Mitterrand était plus proche quand même, me semble-t-il. Oui, mais il était assimilationniste. N'oubliez pas que Mitterrand, avant d'être président de la République, était ministre sous la 4e République. De droite. Et c'est sous sa responsabilité que la guerre d'Algérie a été déclenchée. Parce que pour lui, il disait que la seule réponse qu'il faut donner aux révolutionnaires algériens, c'est la guerre. C'est une citation que je viens de faire de Mitterrand. Il était des socialistes, hein, bon, c'est fini. Bien. Maintenant, la déclaration de Basse-Terre, qui était signée, portée par Alfred Marie-Jeanne, était signée par Michel Chevry, qui était très proche de Chirac. Et puis Antoine Carame, qui était un socialiste guyanais, qui est un socialiste guyanais autonomiste. Marie-Jeanne était indépendantiste, Michel Chevry étant RPR à l'époque. Mais un peu nationaliste européen. Eh bien, la finesse d'Alfred Marie-Jeanne, c'est d'avoir fait Michel Chevry signer cela. Et ensuite être allés tous les trois voir Chirac. Et il semblerait que Chirac n'avait rien à refuser à Michel Chevry. Il a accepté d'organiser la première consultation en 2003, c'était à condition que ça soit organisé dans les 3 pays. D'accord. Vous voyez? Ça c'est notre rapport. Les Guadeloupéens ont voté pour ce qui les concernait, les Martiniquais ont voté pour ce qui les concernait, les Guyanais ont voté. En 2003, on a raté l'occasion, puisque à 1 million de voix près, la collectivité unique n'a pas été approuvée. Eh bien, Alfred Marie-Jeanne ne s'est pas découragé, cette fois-ci appuyé par Claude Lise et reparti à la bataille. Le président de la République française avait changé, c'était Sarkozy, mais l'objectif était resté le même. Il arrivait à obtenir de Sarkozy une 2e consultation, soit organisée le 10 janvier 2004. Et là, nous avions progressé d'un pas, nous pouvions aller un peu plus vers la responsabilité, c'était le fameux 74. Alors évidemment, dit avec les chiffres, on ne comprend pas ça, non. Non, parce que c'est la manque de la responsabilité. Nous avons regardé, on se rendu compte que les indépendantistes ne sont pas encore majoritaires dans le pays. Ceux qui veulent se séparer de la France pour être purement caribéens ne sont pas encore majoritaires, mais il y a de plus en plus de Martiniquais qui veulent être responsables de leur affaire.
Donc, il ne veut pas encore sortir de la République française. Nous avons vu ça. Mais nous avons regardé dans la Constitution, et j'attire votre attention. Il ne suffit plus de dire 73 ans, il faut aller lire. Et c'est le seul article qui dit qu'une collectivité peut prendre des décisions dans l'intérêt propre de sa population. Le mot « de l'intérêt propre de sa population ». Intérêt qui parfois peut être contradictoire avec celui de la métropole. Eh bien, j'invite tous les Martiniquais à aller, ils peuvent aller maintenant facilement sur Internet, ils tapent article 74, Constitution française, et ils verront dans l'alinéa 3 la phrase que je viens de dire. C'est le système qui permet à un peuple, en l'occurrence le peuple martiniquais, de prendre des décisions dans son intérêt propre. Pourquoi on met des élus? C'est pour défendre l'intérêt du peuple qu'ils aient élus. Donc nous avons tenté ça. Maintenant, nous avons été mal compris. Nous avons subi des trahisons. Il y avait des gens qui étaient d'accord pour le oui, et puis en pleine campagne électorale, ils ont vu un chat dans un sac. Bien. Et puis maintenant, c'est les plus chauds qui veulent passer à la tête de la collectivité que nous avons obtenu. C'est pas une frustration pour vous, ça, justement? Quoi? D'avoir préparé tout ça avec... Ce serait une frustration si nous avions perdu, mais nous n'avons pas perdu. Non, mais là, en ce moment, c'est justement, ce sont les adversaires qui sont au pouvoir et qui mettent en place ce pourquoi vous vous êtes battus. Pourquoi ils les mettent en place? Mais non. La collectivité a été mise en place par la loi. Maintenant, il faut le mettre en place concrètement. C'est à partir des élections, au résultat des élections, qu'on mettra en place. Tout ce qui se passe actuellement, c'est du verbiage. Et d'ailleurs, je m'efforce d'être présent dans toutes les réunions où on prétend préparer la mise en place de la collectivité unique. Je suis dans toutes les réunions. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de verbiage, beaucoup d'effets d'annonce.